je suis quelqu'un de très terre à terre, c'est très concret. J'essaye de faire des messages, j'aimerais bien que vous rameniez 2-3 trucs à la maison. Donc on va essayer de ne pas trop se perdre dans les méandres, parce que c'est des sujets un peu vastes, hein, on peut passer des heures. Donc moi, c'est ma partie à moi, c'est la chirurgie, c'est pas Hautefort et Terrefort, mais c'est presque pareil, il n'y a pas de problème. Clinique Jean Villa à Bruges. Et donc, comme l'a dit Jérôme, j'ai une coloration plus chirurgie conservatrice, c'est-à-dire que je dois vous apprendre peut-être qu'il n'y a pas que la prothèse de hanche, hein, qu'un chirurgien orthopédiste ne perd pas les hanches que pour mettre des prothèses. On reparle brièvement de ce que les Anglais appellent le GTPS, là, des douleurs, le syndrome douloureux du grand trochanter, quelque chose d'hyper fréquent, et on a vu beaucoup d'images avec des jeunes femmes très sexy. Moi je ne vois pas ça, hein. Je suis désolé, peut-être que vous devez leur donner mon numéro, mais moi j'ai des mémés hein, qui se plaignent du grand trochanter. Alors, des mémés, je suis pas sympa, c'est 50, 60 et plus. Pas sympa, pardon. Mais bon voilà, quand je pense à douleur du grand trochanter, je vois ça. Hein. Je ne sais pas vous, hein, je sais pas ce que votre expérience, mais voilà. Bon, donc c'est la triade de la tendinite, je vous apprends rien, douleur à la compression, Jamie nous l'a dit, la palpation c'est important, douleur à l'étirement, on l'a bien vu, toutes ces mauvaises manies qu'on peut avoir les uns les autres à se mettre en abduction, paradoxalement, ben ça fait mal aux abducteurs de hanche qui sont les fessiers, hein, petits moyens fessiers. Donc douleur à la palpation, douleur à l'étirement et à la contraction contre résistance. Si on a les trois, c'est probablement le tendon. C'est très fréquent, vous voyez, on a parlé beaucoup de lombalgie tout à l'heure, et c'est même présent chez 20% des lombalgiques. Je me demande si tu n'as pas une ancienne version de ma présentation, camarade. Mais c'est pas grave, on va aussi. Ouais. Je suis un petit garçon, j'aime bien peaufiner et changer 2-3 petits détails. Je n'avais pas présenté ça comme ça, il n'y a pas de problème, hein. On va y arriver. Vas-y. Yes, tu vois. Je vous avais dit, c'était pour être encore plus succinct. Donc 2 pour 1000. 2 pour 1000 sur l'incidence, quelque chose de relativement fréquent quand même. Plus tôt les femmes. Donc différentes étiologies dans ces douleurs du grand trochanter, la région trochantérienne, la fameuse bursite, les lésions tendineuses, j'ai marqué rupture, ça peut être partiel, etc. On va en parler. Et il y a quelque chose de complètement différent qu'on appelle le ressaut externe de la hanche, le coxas saltans, c'est-à-dire vraiment le ressaut de la bandelette iliotibiale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ça peut être très spectaculaire, ça peut être vraiment un ressaut d'abord qu'on entend et qu'on voit, hein, vraiment le flaf-flaf, la bandelette iliotibiale qui fait un ressaut sur le grand trochanter. Totalement un autre problème, mais aussi une cause de douleur de la région du grand trochanter. La clinique, donc on l'a dit, douleur, palpation, étirement, contraction, et la signe de Trendelenburg. Moi aussi j'ai été voir un petit peu ce que font mon collègue américain, et on a ici de bonnes images qui expliquent, bon, vous savez que c'est les abducteurs de hanche, hein, les fessiers, et pourtant on a le bassin qui bascule dans l'autre sens, parce que justement quand on est en appui unipodal du côté pathologique, en fait les abducteurs ne permettent pas de garder l'horizontalité du bassin, donc le bassin va tomber, et pour éviter que le malade tombe avec son bassin, eh bien, il va pencher l'épaule du côté sain. Donc c'est ce qu'on appelle la boiterie de l'épaule. C'est-à-dire qu'il est là, son moyen fessier n'est pas capable de le tenir en unipodal, on teste la single leg stance, pas capable de faire ça, donc il va tomber, il va se casser la gueule, mais en fait il ne veut pas tomber, donc il va se pencher de l'autre côté. Donc la boiterie, le Trendelenburg, c'est ça. Les tests cliniques, hein, j'ai rien inventé, rotation interne contre résistance. En flexion, pour être un peu plus spécifique sur les fessiers. Des sensibilités, des spécificités assez intéressantes. Dans les examens complémentaires, l'échographie, relativement facile d'accès, pas hyper spécifique. On voit la bursite, on voit une dédifférenciation, une hypoéchogénicité du tendon, c'est plutôt suspect, mais quand on est sur quelque chose de chronique qui dépasse, on va dire, 3 mois de traitement médical, on va à l'imagerie. S'il y a un doute, on va facilement à l'IRM, et on va parler un petit peu de ce qu'on peut voir à l'IRM. Ce petit diapo là pour vous dire que
la bursite, c'est virtually non-existent. C'est-à-dire que c'est très souvent, en fait, secondaire à une lésion sous-jacente. Il y a une bourse, la bourse elle existe. Quand on ouvre une hanche normale sans tendinopathie des fessiers, ce que je fais quand même de temps en temps, et ben, il n'y a pas de bourse en fait. Hein. Enfin, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Et donc quand il y a enfin, je veux dire, visuellement, on la voit pas. Il n'y a aucune raison d'avoir sur une imagerie une grosse bourse, une bourse qui est gonflée, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Donc c'est des gens très sensés, c'est des rhumatologues qui disent ça, donc on ne peut pas leur dire qu'ils poussent à la consommation, mais donc, très sincèrement, la bursite chronique, quoi, en fait très souvent, il y a une tendinopathie en dessous. Et moi d'ailleurs, la première personne que j'ai opérée pour une tendinopathie des fessiers, en fait j'étais parti pour une bursite, une bursectomie, parce que sur l'imagerie, il y avait une telle bourse hyper inflammatoire que tout le monde se disait mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette énorme bourse, il va falloir, on ne peut pas le laisser comme ça, le mal est très douloureux, et là, voilà, une rétraction du tendon de 4 cm, et on comprend bien pourquoi, a posteriori, il y avait cette énorme inflammation sur une rupture, en fait, Parfois l'imagerie elle est très parlante, il n'y a pas besoin d'être un fin clinicien ni un grand imageur là, pour savoir. Là, on a la facette latérale du grand trochanter, le vide intersidéral et le tendon qui est là-haut. Là, il y a un gros hématome, c'est une rupture traumatique, ça arrive de temps en temps. Là, le diagnostic il est assez aisé, mais c'est pas si facile que ça la plupart du temps, et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui ont décrit disons un chemin step by step là, pour analyser son image et qu'est-ce qu'on cherche, où et quoi. Donc sur les coupes axiales, en T2 FATSAT, là, on va aller chercher une atteinte de la face profonde du tendon qui va se manifester par un hypersignal, c'est-à-dire du liquide, entre l'os et le tendon. On va voir aussi, on va essayer d'évaluer la taille du TFL, parce que quand on a une atteinte chronique des fessiers, on va avoir par compensation une hypertrophie du TFL. Et on va regarder les facettes, les zones d'insertion dont on a parlé tout à l'heure, et je vais y revenir. De la même façon, sur les coupes coronales, on va évaluer la face profonde de notre tendon, et on va pouvoir voir si le tendon du moyen fessier fait plus de 2 cm. S'il fait plus de 2 cm, c'est en faveur d'une rupture interstitielle, d'une élongation du tendon, c'est pathologique. La bourse, on les verra mieux en coupe coronale. Et sur une coupe coronale, mais cette fois T2 pas FATSAT, FATSAT c'est pour éliminer le signal de la graisse. T2 standard, on va avoir la graisse, l'atrophie graisseuse. Pour voir en fait sur des lésions qui sont chroniques et anciennes, on aura une dégénérescence graisseuse du muscle. Et là, probablement qu'on a raté notre coup, enfin c'est un peu trop tard pour parler de chirurgie. Un peu d'anatomie donc. Les facettes latérales, supérieures et postérieures et antérieures. Sur les facettes postéro-supérieures et latérales, le moyen fessier. Sur la facette antérieure, le petit fessier. Idem là sur une pièce anatomique. Supérieure et postérieure, latérale, moyen fessier, antérieure, petit fessier. Coupe IRM, coronale. La partie postéro-supérieure du grand trochanter, et là l'insertion de la partie épaisse du tendon qui est issue de la portion centrale du muscle. Deuxième coupe coronale qui passe cette fois par la facette latérale où on voit l'insertion de la lame antérieure issue de la face profonde qui est considérée comme étant un petit peu accessoire, enfin en tout cas moins importante que l'insertion sur la facette postéro-supérieure. Et d'ailleurs quand on faisait des prothèses par voie antéro-externe de Tomine ou Ardinge, là, on coupait ça, on coupait la lame antérieure de la face profonde du tendon du moyen fessier. On a, en tout cas pour ma part, complètement arrêté, mais c'est une technique qui se pratiquait de façon assez régulière, et même dans certains centres encore, il y a des gens qui mettent les prothèses de hanche par cette voie d'abord, en passant au travers de la lame antérieure du moyen fessier. Ce qu'on voit là, hein, sur la coupe, donc les 3 flèches là, c'est la facette latérale et l'insertion du moyen fessier, et cette petite flèche là, c'est la bandelette iliotibiale. Vous voyez qu'il y a ici, dans cette zone latérale du
grand trochanter, un contact très intime là avec l'os, et ça peut, c'est ici où il peut y avoir des ressauts. Et donc là, sur une coupe axiale, cette fois, on va chercher la facette antérieure. Vous voyez, postérieure, là c'est l'espèce de bec du grand trochanter, et un peu plus haut, on aura l'insertion du moyen fessier. Et un peu plus bas, en avant, ici il y a le col du fémur, on aura l'insertion du petit fessier. Okay, donc sur ces trois coupes, on va chercher en fait un hypersignal, ici, là, à la phase profonde entre l'os et le tendon. Ou alors carrément un hypersignal diffus de tout le tendon, ou carrément une disparition du tendon, ce sera en faveur d'une rupture complète. Trois types de lésions. Savoir qu'en termes de fréquence, la plus fréquente, c'est les lésions de la face latérale. Il y a des lésions, donc, comme je vous disais, à la face profonde, ça s'appelle des PASTA à l'épaule, c'est une lésion de la face profonde, et c'est sans doute pour ça, on va voir tout à l'heure une vidéo chirurgicale, mais je pense que c'est sans doute un biais de l'étude que tu présentais tout à l'heure, parce qu'en fait, ces lésions de face profonde, si tu vas mettre ta caméra, ou même que tu ouvres le malade, en fait, tu ne la vois pas. Il faut ouvrir le tendon pour aller voir la face profonde, aviver la face profonde, et ensuite le réinsérer. Il faut savoir que c'est des choses qui sont d'une description, là vous allez voir, j'ai des séries, c'est minable, il y a 15 cas, 7 cas, c'est quelque chose de tout à fait débutant quand même dans la systématisation de la prise en charge et dans la compréhension des mécanismes. C'est un petit peu, moi je compare ça à l'arthroscopie de l'épaule il y a 15-20 ans, c'est-à-dire qu'on est au début, je pense, de la compréhension et de la description des pathologies et de la prise en charge, etc. En tout cas du versant chirurgical. Et donc, ok, donc il y a les lésions de face profonde ou les lésions complètes. Une lésion complète rétractée, on va avoir tendance à vouloir l'opérer à ciel ouvert parce que vous voyez, là il y a une rétraction qui est de l'ordre de 5 à 7 cm. Ici, il y a le grand trochanter, là. Ici, il y aurait l'insertion, on a les quelques fibres là, du vaste latéral. Ici, il y a le sommet du grand trochanter. Et là, il y a le tendon qui devrait être ici, là. Donc, qui est rétracté, vous voyez, de 5-7 cm. Une fois qu'on a fait une libération extensive du tendon, on peut essayer d'aller le réinsérer sur des ancres et faire une fermeture complète de toute la chape là, du moyen fessier sur là où il devrait être, quoi. Et puis sinon, sur des lésions un peu moins spectaculaires, mais quand même bien présentes, on a la sous-arthroscopie. On a ouvert la bande iliotibiale et on a dégagé le tendon. Vous voyez ce qu'on prenait avec la pince là, c'était le tendon du moyen fessier pour voir s'il est il est mobile et qu'on peut aller le ramener. On a là sur la gauche, hop, la facette latérale du grand trochanter qu'on a avivé un petit peu. Vous voyez, c'est un peu jaune saignant. C'était avivé, on a enlevé tous les tissus fibrotiques. On a passé les premières encres, là ici il y a des encres dans l'os, et puis on passe au fur et à mesure des points les plus médials possibles. Puis ensuite on les serre, comme ça fait ce qu'on appelle une suture de première rangée, c'est-à-dire ça applique le tendon à sa partie la plus médiale, et puis vous voyez il y a tout un petit flap là, un petit bourrelet encore mobile, qu'on va venir réappliquer avec des encres qu'on appelle de deuxième rangée, d'accord? Voilà. Des angles de deuxième rangée qui permettent d'appliquer le tendon sur toute son ancienne insertion qu'on appelle le footprint, l'insertion du tendon sur l'os. Okay, donc vous voyez, on a réappliqué tout le tendon sur la facette latérale, là, avec 3 ou 4 encres, avec des angles de première rangée, puis des angles de deuxième rangée. Ça, c'est une lésion donc complète. Ici, hop, là, une lésion de la face profonde. Donc vous voyez avec mon shaver là, j'expose la face superficielle du tendon, et donc là, si on s'arrête là, pause, tendon normal, visuellement normal. Sauf que sur l'IRM, il y avait une lésion de la face profonde, il y avait une clinique, une douleur, un traitement médical récalcitrant, donc en fait, il faut aller chercher la lésion, et on voit là qu'il y a une mobilité quand même qui est pathologique. Vous voyez, ça fait un espèce d'effet savonnette du tendon sur l'os, alors que ça doit être inséré. Vous voyez, on crée une petite déchirure dans le sens, de façon coaxiale avec les fibres. Et là, on se retrouve, vous voyez, sur un os complètement chauve. Normalement, les fibres, elles sont ancrées dans l'os sur toute la facette latérale. Donc on avive
avec une fraise là, l'os. Vous voyez, on a un joli os, parce que je vous montre avec mon doigt, mais vous ne voyez pas. On voit l'os un peu rouge saignant avivé, et notre petite encre. Hein, voilà, c'est un os qui est assez dense, hein, le fémur, hein, donc il faut aller préparer pour que ça rentre, quoi, que ça tienne. On positionne notre encre et on va aller de la même façon passer des fils de part et d'autre de la berge, et ensuite en le resserrant, ça va venir appliquer notre tendon sur son insertion originale. Et donc, il suffit simplement de l'ouvrir et là on découvre cette espèce de lésion de la face profonde. C'est quelque chose qui est plus facile à voir à l'épaule parce qu'en fait, finalement, lui, ils arrivent à rentrer entre le tendon et l'os. Nous, on ne peut pas. Il n'y a pas d'espace. Donc on crée le trou. Il faut savoir qu'avant, on a déjà créé un trou au travers de la bandelette iliotibiale qu'on peut éventuellement refermer à la fin, ou pas. Parce qu'il faut, voilà, je l'ai montré tout à l'heure sur les coupes IRM, il y a un contact très intime entre la bandelette et le tendon du moyen fessier. Donc vous voyez, bon, je mets une deuxième encre, même chanson, on passe le fil, on serre, et je vais vous montrer la fin quand même, parce que c'est ça qui est intéressant. On voit le... Je ne sais pas si je vais pas raccourcir un peu, vous avez un peu compris le principe, quoi. Tac, tac, tac. Voilà, on passe les neutres, bien on est content, on serre. Et voilà, vous voyez, la lésion qu'on avait créée est refermée, mais aussi ça permet d'appliquer le tendon à sa face profonde sur l'os, sur un os qui a été avivé et qui on l'espère en tout cas, pourra cicatriser. Donc vous voyez, c'est un petit schéma qui illustre le truc. Vous voyez, on est passé au travers du tendon sur deux encres là sur le schéma pour réappliquer le tendon sur l'os. Alors, au niveau des consignes post-opératoires, la littérature voudrait qu'on mette ce genre de joli petit Bermuda en abduction. J'avoue que moi, pour après avoir discuté avec un de mes collègues de Lyon, là, qui fait pas mal de ça aussi, et je suis assez de son avis, je trouve ça un peu barbare, un peu chiant, quoi. 6 semaines avec ce machin-là. Surtout chez des dames qui ont 65, 70 ans, c'est modérément bien toléré. Donc en fait, ce que je fais, je me contente de leur dire de dormir avec un coussin entre les jambes et une paire de cannes pour soulager un peu l'appui. Et ça se passe plutôt bien. Mais bon, voilà, et on peut faire confectionner ce genre de petites attelles, orthèses. Quelques résultats de la littérature. Première série historique, 1999, 7 cas. Réparation à ciel ouvert et des super résultats sur les douleurs. Il n'y a pas de score fonctionnel et de résultats de force. Plus que ça, et j'avoue que j'ai même pas réussi à retrouver j'ai retrouvé que l'abstract, j'ai pas trouvé le texte complet. Mais bon, ouais, ça fait quand même un certain temps que c'est fait, ça fait maintenant 21 ans, même si 99, moi j'ai l'impression que c'est hier, mais en fait plus vraiment. Et sinon, réparation endoscopique, là une série beaucoup plus récente. 25 patients par Benjamin Domb, c'est un Américain qui communique beaucoup là-dessus. Et là, on a des scores fonctionnels. Vous voyez une amélioration de toutes les composantes des scores. Donc c'est bleu après, rouge post-op. Et il y a même une disparition de la boiterie chez 12 sur 14 malades qui avaient une boiterie en préopératoire. Donc des résultats sur la douleur, sur la fonction et sur la boiterie. Donc plutôt des résultats tout à fait encourageants. Je vais vous parler maintenant de ma petite expérience personnelle. 6 cas, j'ai oublié le tout premier que j'avais fait un peu par hasard. Vous voyez, j'ai cherché dans mon programme opératoire moyen fessier et pas bursectomie, parce que le premier c'était une bursectomie à la base. Mais bon, en préparant ce topo, j'ai repensé à celui-là qui m'a dit mais en fait oui ça existe ce truc. C'est vrai que enfin ouais, comme quoi c'est fait comme ça là, un peu le hasard. Donc première dame, une femme de 72 ans avec une rupture partielle, enfin en tout cas du faisceau latéral, du moyen fessier, et aussi petite lésion du petit fessier. Synovectomie, suture, un an post-opératoire. C'est souvent des patients quand ils arrivent à ma consultation, là, surtout les tout premiers, peut-être que demain je vais en avoir des wagons, j'en sais rien, mais ils arrivent, ils sont un peu en bout de course, ils ont été infiltrés tant et plus, et ils sont dans une douleur. La plainte numéro 1, c'est douleur pas gérable, infiltré je ne sais pas combien de fois, les ondes de choc. Il y a des gens qui en gardent un souvenir ému.
hein, du genre c'est bon quand ça s'arrête. Et bon, enfin voilà, donc elle c'était un peu ça. Et puis moi j'étais un peu bonjour docteur, est-ce que la médecine a avancé quoi? Est-ce qu'il s'est passé un truc? Parce que moi j'en peux plus. Et bon, c'est un peu. Et bon, pour le coup, ça a plutôt bien marché. Premier cas. Mais rééducation longue. Hein. Moi, comme tu disais tout à l'heure, on leur vend pas de rêve, je leur vends pas de rêve. Je leur vends un abonnement chez Kiné. Je leur dis, vous allez passer 6-8 mois, parce que moi je vais être bon sur la douleur, je vais être bon sur la condition biologique pour que ça marche, mais après c'est vous de faire le boulot, quoi. Parce que c'est un muscle qui est sous-utilisé, qui présente comment dire, une rétraction, une involuescence graisseuse, enfin bref, il va falloir vous remettre au boulot derrière, et ça va prendre du temps. Deuxième cas, c'est une reprise. Alors bon, forcément la reprise, hein, c'est jamais comme, la deuxième, c'est jamais tout à fait comme la première fois. Et c'était une rupture transfixiante complète rétractée que j'ai réopérée, qui garde quelques douleurs, mais qui, sur les tests fonctionnels avec évaluation de la force pré-op post-op, a une amélioration significative. Je ne vais pas dire que ce soit mon meilleur résultat, mais c'est quand même encourageant, c'est quand même positif. Troisième cas, une dame de 62 ans, vous voyez, quand je vous disais que ce n'était pas les jeunes filles du topo de Jérémy, je n'ai pas menti. Rupture partielle avec une calcification. J'ai évacué une grosse calcification chez cette dame-là, on est à 7 mois, elle n'a plus de douleur, elle a repris ses activités physiques. Une autre, 68 ans, pardon, je ne me souviens plus trop, rien de particulier. Et ça, c'est une. Oui, ça arrive aussi sur les hanches prothétiques. Hein, c'est-à-dire que c'est une cause de douleur post-opératoire à distance. Hein, est-ce que la lésion elle est per-op ou post-op ou pré-op, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui ont des douleurs latérales sur des prothèses de hanches qui ont en fait une tendinopathie des fessiers. Et là, on est à 4 mois, ça va plutôt très bien. Et là, ma plus jeune, 42 ans, calcification, rupture de la face profonde de la face latérale. Là. Donc j'ai évacué, en fait j'ai ouvert le tendon et j'ai évacué une grosse calcification qu'il y avait dans l'insertion. Avec un résultat qui est encore précoce, 3 mois, mais qui elle reprend son travail, là, enfin elle devait à 3 mois post-op reprendre son travail. Pour quelqu'un qui est encore en activité, c'est pas délirant sur ce genre de pathologie. Donc en gros le message, y penser, hein, ça existe. Chez des patients qui ont une tendinopathie récalcitrante au traitement médical, allez à l'imagerie. Sur une imagerie et une résistance au traitement médical infiltratif, il y a une solution chirurgicale, avec des résultats encourageants sur la douleur, sur la boiterie. Une bursite seule, attention, ça doit faire sonner une petite alarme. Il y a probablement une lésion, pas forcément chirurgicale, hein. Une bursite n'est pas égale à la chirurgie, mais une bursite récalcitrante au traitement médical, attention, probablelement une lésion tendinineuse. Et voilà.